Arthur Keller, de Nouvelle Donne. Oui, donc j'ai plein de choses à dire, mais je ne sais pas dans quel ordre. Et si je me tournais pour qu'on m'entende plutôt? Attendez. Bon. Oui, j'y vais. Bon, voilà. Donc, excusez-moi. Oui, au niveau de la production, il y a évidemment plein de choses à dire. C'est super intéressant sur les choix. Mais on va parler de la consommation après. Donc, les choix individuels qu'on peut faire, du bio qui vient de loin ou du pas bio qui est à côté, on verra ça peut-être après, non? On peut voir ça, on peut voir ça après, je pense. Parce que voilà, c'est une question à part entière, quoi. Mais sur le modèle agricole tel qu'il existe aujourd'hui, on l'a bien compris, c'est un modèle qui est délétère à tout point de vue, qui est bon, voilà, une uniformisation des variétés qui sont produites, c'est des monocultures partout, une mécanisation excessive, un accaparement des terres par les grands propriétaires derrière également, avec des pertes du lien à la terre, des pertes de compétences, des pertes du bon sens paysan aussi, et une perte de savoir, clairement, et une perte de résilience individuelle et collective au niveau des territoires. Et il ne faut pas sous-estimer le côté résilience. C'est-à-dire que si on croise un petit peu... en fait, bon, notre système est hyper pétrodépendant. De la graine à l'assiette, on ne peut rien faire sans pétrole. Aujourd'hui, il faut grosso modo 5 à 6 litres de pétrole pour faire 1 litre d'engrais, de fertilisants traditionnels. Il nous faut évidemment du pétrole pour les moissonneuses-batteuses, il faut du pétrole pour la chaîne du froid, pour les chaînes de distribution, etc. Et au-delà de la question climatique, qui est très importante évidemment, c'est-à-dire qu'on émet énormément à chaque étape de la chaîne, évidemment à l'étape de production, mais également à l'étape de toute tout ce qui est réfrigération, avec les fluides frigorigènes, fluorés si vous voulez. Voilà, ce sont des choses qui sont très énergivores, très émissives. Mais au-delà même de tout ça, il y a le problème de cette pétrodépendance, qui est un problème de résilience. Donc je dépasse un tout petit peu le cadre de la question purement agricole, qui est que se passe-t-il si demain la France, qui n'est pas productrice de pétrole, se retrouve avec un problème d'approvisionnement, même partiel, hein, pas forcément total du jour au lendemain, en pétrole? C'est gravissime. On n'est pas capable d'amener quelque chose à bouffer jusqu'à l'assiette des gens s'il y a un vrai problème de disponibilité du pétrole. Et dans ce cadre-là, effectivement, il est extrêmement important de développer des manières de faire, de produire, à beaucoup plus petite échelle, qui sont relocalisées, qui sont reterritorialisées, avec la permaculture, c'est très bien, des pratiques agroécologiques, peut-être sur des surfaces un petit peu plus grandes pour les surfaces céréalières, cultiver et donc consommer, on y viendra après, mais moins, on va dire, de bovins, hein, surtout, moins de viande rouge et de produits laitiers, parce que c'est énormément intensif en surface et en énergie, du coup, et c'est une très mauvaise conversion de l'énergie que d'utiliser ça, donc en consommer moins. Et derrière, peut-être consommer des légumineuses à la place. Alors ce qui est génial quand on consomme moins de bœuf, par exemple, et moins de produits laitiers, c'est qu'on va diminuer les émissions de méthane qui sont issues de la fermentation gastro-entérite, hein, des ruminants. Mais derrière, en plus, si on remplace ces protéines-là par... Alors déjà, on mange trop de protéines, hein, on mange trop tout court et on mange trop de protéines. Mais bon, il en faut quand même. Si on remplace ces protéines-là par des protéines qui viennent des légumineuses, qui sont très riches en protéines. C'est formidable parce que du coup, comme elles captent l'azote de l'air, on a beaucoup moins besoin d'utiliser des engrais azotés, qui sont la source première des dégagements de protoxyde d'azote, qui est le premier polluant, enfin le premier contributeur au réchauffement climatique dans l'agriculture. Donc voilà, il y a moyen en tout cas de shifter toute la manière de faire et de développer au niveau local plein de nouvelles choses, que ce soit la permaculture, favoriser l'accès au foncier pour des petits producteurs, pour des petites exploitations, et enfin également au niveau des villes, parce que c'est là qu'il y a quand même un énorme problème. Vous savez très bien que la population elle est quand même massivement urbaine, et bien au niveau des villes, développer également des systèmes urbains, enfin d'agriculture urbaine et périurbaine. C'est pas ça tout seul qui va permettre de résoudre l'intégralité du problème. Pour autant, c'est très important parce que ça nous rend individuellement et collectivement plus résilients face à des problématiques, notamment liées aux fossiles, à la disponibilité des énergies fossiles. Et dernière chose, ce qui est très intéressant également sur l'agriculture urbaine et périurbaine, c'est une dimension pédagogique, parce que ça sensibilise les gens
Aujourd'hui, la population urbaine est complètement déconnectée pour la plupart des réalités du monde agricole, de la terre. Et donc, ça reconnecte un petit peu les gens et c'est loin d'être anecdotique. Je voudrais dire un dernier truc sur le bouclage des cycles. Et après, à la rigueur, je veux dire un dernier truc. Parce que chez Nouvelle Donne, mais je ne suis pas ici pour parler de Nouvelle Donne, je suis juste ici pour parler des idées. On a travaillé sur un certain nombre d'idées qui permettraient justement de reprendre en main ou de faire évoluer, disons, le monde agricole. Il se trouve qu'aujourd'hui, même s'il est vrai qu'il y a des choses qui évoluent et des producteurs qui commencent à se poser des questions sur comment on fait, qu'est-ce qu'on peut faire et puis comment on peut le faire, il y a aussi évidemment des résistances au changement énormes. Et les résistances au changement, elles sont à tous les niveaux. Elles sont au niveau des producteurs eux-mêmes, un certain nombre d'entre eux, qui ne savent pas vraiment comment faire, par exemple, ou qui sont habitués à des manières de faire. Mais évidemment, c'est des résistances au changement également qui viennent des syndicats productivistes, des lobbies et des industries qui ont la main mise sur ce système, également des administrations qui favorisent l'accès au foncier pour des gros producteurs et pas pour des petits exploitants, etc. Toutes ces résistances au changement, il faut s'y attaquer, sinon ça ne sert pas à grand-chose. On pourra faire évoluer le système qu'à la marge. Donc il faut développer les exploitations plus petites, les systèmes comme les AMAP, les réseaux de complémentarité au sein des territoires. Il faut organiser, il faudrait certainement consacrer enfin officiellement le triple rôle des agriculteurs. Parce que les agriculteurs aujourd'hui, c'est quoi? C'est faire de la bouffe, ou c'est faire du chiffre d'affaires même, peut-être tout simplement. Non, en fait, ils ont un triple rôle. C'est la production alimentaire, c'est la santé et c'est la restauration de l'environnement. Il faut qu'ils trouvent un moyen de les rémunérer pour ces trois choses-là, d'une manière ou d'une autre. Créer une aide à l'autosuffisance alimentaire aussi, on pense, des territoires et des pays du Sud. Ça, c'est encore autre chose. On en parlera peut-être après, parce que c'est un gros pôle. On ne peut pas s'attaquer notamment à la question climatique si on reste au niveau du territoire ou même du pays. Il faut un petit peu aller aider dans d'autres pays ceux qui en ont besoin. Et puis voilà, donc on a des aides de la PAC qu'il faudrait aujourd'hui reconditionner par des mesures agro-environnementales. Il y a des manières de faire. On peut simplifier administrativement et puis diminuer les charges pour les petites exploitations pour permettre qu'il y en ait plus qui s'implantent. On peut restructurer la dette des agriculteurs. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a manière de le faire avec un fonds de garantie et une assurance pour arriver à faire en sorte que les gens qui veulent changer de modèle, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils sont dans une course en avant et qui sont surendettés, que ces gens puissent enfin faire le pas. Donc, on revoit leurs dettes s'ils s'engagent à changer de système, de modèle, et il y a un appui technique derrière. Et pour terminer, je ne sais plus où j'en suis, voilà, il faut changer également l'enseignement agricole. Pour nous, il y a un gros problème dans l'enseignement agricole aujourd'hui qui n'enseigne pas, ou à la marge, ça et là, les nouvelles pratiques. Et ça également, c'est quelque chose qu'il faut attaquer frontalement. Voilà. Il y a plein d'autres choses, mais je vous inviterai à lire ce qu'on a produit chez Nouvelle Donne, si vous voulez, que vous soyez impliqué politiquement ou pas, n'a aucune espèce d'importance. Non, c'est que j'ai fait une moue. Dans le feu de l'action, vous avez dit qu'il fallait 6 ou 7 litres de pétrole pour 1 kilo d'engrais. Les chiffres qu'on a, c'est 1,4 et 3. 6-7, c'est le rapport pour protéines animales, protéines végétales, protéines animales, etc. Enfin, les sources que je peux avoir, c'est le site de Wikipédia sur le procédé Haber-Bosch, par lequel on produit, et eux-mêmes, leurs sources sont les industries de l'engrais. Donc après, il y a toujours le doute. On peut avoir des problèmes de statistique, mais je crois qu'on est 1,43. C'était quand, voilà, c'est des équivalents. Énormément d'usines d'engrais fonctionnent soit avec le gaz, soit avec le charbon. Donc c'est toujours ramené à l'équivalent litre de pétrole. Mais c'est une vue de l'esprit. L'immense majorité des engrais chinois sont produits à base de charbon, ce qui pose des problèmes climatiques. Et donc, en gros, quand vous êtes sur le gaz performant, vous êtes à 1,4. Et quand vous êtes sur le charbon peu performant, et tout le débat est d'arriver à avoir des bonnes statistiques pour savoir quelle c'est la moyenne. Enfin, ça peu d'importance, ça ne change pas la nature du commentaire, mais juste parce que quelqu'un peut vous reprendre là-dessus. Voilà. Encore une fois, les sources sont ce qu'elles sont. Merci.
Et puis j'ajoute aussi que l'agriculture a un rôle très important, c'est sur le climat et la lutte contre le réchauffement. Plus les sols absorbent de carbone, moins évidemment on a de problèmes avec le climat, hein, sans parler de la déforestation liée à l'agriculture et à l'élevage notamment. Enfin voilà. Bon, d'autres points de vue sur la partie production? Merci. Donc oui, une question, parce qu'on a eu le début de l'histoire sur la prairie, mais moi j'ai pas entendu la fin. C'est que sur le Bec et Loing, donc qui est une ferme effectivement en Normandie, qui est une ferme un peu modèle, sur lequel effectivement il y a eu des études et ils ont voulu prouver que une petite surface très bien gérée pouvait être rentable. À titre d'exemple, évidemment, ça a un impact psychologique fort. Et du coup, tu as commencé avec la prairie où il y avait rien. Et j'ai pas eu la suite, jusqu'à combien de milliers d'euros, si on peut comparer à Bec et Loing. Et juste une petite remarque, c'est que comme ces tables rondes citoyennes, donc moi je suis Jean-Daniel, je suis un membre du collectif des tables rondes citoyennes, et c'est vrai que l'esprit de ces tables rondes, c'est aussi et donc on le rappelle pour l'image, donc c'est vrai que ça paraît un peu bizarre de parler dans un micro qui ne sert pas à diffuser un son, mais tout ce qui est en off micro sera pas entendu par j'espère, les milliers de personnes qui vont regarder les vidéos. C'est pour ça que c'est important de parler fort pour nous, mais de parler voilà, dans le micro. Et donc juste, c'est vrai que dans les tables rondes citoyennes, on essaye toujours de positiver et de montrer que justement la communication peut être le plus grand des leviers. Tout à l'heure, Jonas Chifolio parlait justement finalement de la communication même entre agriculteurs, enfin, ça change beaucoup de choses, etc. Et juste là, justement, il y a Ferme d'Avenir, moi je connais pas, mais c'est vrai que on peut quand même. Il y avait une question tout à l'heure sur que c'est très mélangé à plein de choses, c'est un peu compliqué. Mais que justement, il y a des circuits déjà très compliqués qui se vont dans le bon sens. Par exemple, la NEF, qui était à la table ronde finance Terre de Liens, qui rachète du foncier, etc., qui finance Biocop, enfin tout ça, il y a déjà un microcosme qui est quand même assez résilient et qui se cède. Et des fois, on ne le sait pas assez. Des fois, chacun de nous connaît un des trucs, un des acteurs, Biocop, Terre de Liens, Terre d'Avenir, les Jardins de Cocagne, etc., les AMAP, mais des fois, on ne sait pas que ces gens-là ont commencé à se mettre en réseau. Ça, c'est vachement intéressant parce que pour nous, simples consommateurs, on se dit, du coup, si je vais là, si je rentre dans ce circuit-là, j'alimente vraiment plusieurs leviers, plusieurs poulies. Ça me paraissait intéressant à vous dire. Surtout qu'effectivement, la famine dont parlait Arthur, il y a vraiment des rapports même de l'Europe qui parlent de ça, de cette histoire qu'effectivement, si on a une grosse crue, si on a un truc qui ne marche plus au niveau pétrole, au niveau informatique, on pourrait être amené dans les grandes villes, en tout cas, à avoir des problèmes de famine. Donc c'est important. Mais voilà, ça c'était juste, mais la question c'était la prairie. On répond sur la prairie, puis on vous donne la parole. Oui, bien sûr. Alors, nous, on publie tous nos chiffres en ligne pour information. Donc, il y a tout qui est publié sur notre site internet fermedavenir.org. Pour préciser, donc, on a commencé en 2014. L'année dernière, on a fait 21 000 euros de chiffre d'affaires, à peu près, un tout petit peu en dessous, mais 20 000 des brouettes, quoi. Et cette année, qui a été une année un peu catastrophique, on va être a priori autour de 30. On a un peu perdu une année. Concrètement, on va faire un chiffre d'affaires assez semblable, un peu supérieur, mais semblable, parce qu'on a vraiment morflé au niveau du climat, en toute franchise, entre les pluies et la sécheresse de l'été. C'était une année un peu compliquée, quoi. Bon, on n'est pas les seuls, mais voilà. Pour répondre sur ce point de la prairie. Mais à suivre bah, du coup en ligne. Non. Bah, c'est pas suffisant, c'est pas mal, mais clairement pour faire vivre 3 personnes, il y a 1,4 hectare et on met en culture environ 4000 mètres carrés. Comment? Ah, pardon. Moins de 100 000 euros. Là, on doit être autour de 80 000 pour l'instant. On va peut-être réinvestir un petit peu, notamment autour de Mar et tout ça. Mais donc voilà. Et donc, il y a des quoi, pardon? Des entrants? Ah, des intrants. Vous voulez dire la marge ou? Ouais, bah alors, nous, on a à peu près 100 000 euros de charge. 100 000 euros de charge qui se décompose de la manière suivante. Il y a quasiment 70 000 euros de salaire, 3 SMIC chargés, en gros. Et après, il y a 30 000 euros diverses et variées, charges directes et charges indirectes. J'ai plus en tête les chiffres piles, mais il me semble que ce qui est intrant, alors c'est pas le plus important pour nous, c'est plutôt ce qui est semences, etc. Parce qu'on met très très peu d'intrants et c'est aussi une des raisons de la mauvaise performance de cette année, c'est qu'on a mis très très peu on en a mis quasiment pas. Donc on a été un petit peu trop extrémiste peut-être en tout cas pour avoir de la performance économique. Donc pour répondre à la question, donc 70 000 euros de salaire, environ 15 000 euros charges indirectes et 15 000 euros de charges directes. Oui, c'est l'objectif, ouais, tout à fait. Même un petit peu plus, on pense pouvoir faire un petit peu plus.
Justement, c'est sur la rémunération des agriculteurs. Vous avez parlé du triple rôle des agriculteurs, la production des aliments. Pour ce qui est de restaurer ou de maintenir l'environnement, je comprends a priori qu'il vaut mieux des contrats rémunérés du travail supplémentaire, notamment des contrats avec les collectivités territoriales, plutôt que d'utiliser des bénéficiaires de RSA plus ou moins bénévoles. Mais pour ce qui est de la santé, comment on peut consacrer le travail des agriculteurs en faveur de la santé? Parmi les propositions qu'on a mises en avant, il y a quelque chose qui remet fondamentalement, qui insiste fondamentalement sur la responsabilité du corps médical. Et à différents niveaux. Il y a une partie sur la nutrition, et ça on y viendra après quand on parlera, moi j'y viendrai après quand on parlera de consommation. Maintenant, pour ce qui est de la production, il est temps de faire des études sur la qualité des aliments. Quand je dis la qualité des aliments, c'est évidemment d'une part ce que ça peut contenir comme élément mauvais pour la santé, même si vous savez très très bien qu'il y a déjà pas mal d'études sur la question et que c'est assez difficile d'avoir clairement, de démontrer par A plus B de manière extrêmement claire que tel produit ou tel cocktail de produits à court ou moins court ou à très long terme va avoir telle ou telle influence. Néanmoins, aujourd'hui, il y a quand même quelques études dans le corpus scientifique qui permettent de tirer des grandes tendances sur un certain nombre de produits. Il y a par ailleurs les apports nutritionnels. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. On prend souvent comme exemple la pomme qui contiennent beaucoup moins de nutriments, par exemple, nutriments ou autres. En ce qui concerne la pomme, j'avais lu une étude sur la vitamine A, où il y aurait entre 50 et 100 fois moins de vitamine A par pomme par rapport à l'après-guerre. Donc, voilà, il y a le contenu en nutriments également. Aujourd'hui, on mange des choses qui sont super belles, mais très, très vides également. Et donc, il y a un certain nombre d'études à mener là-dessus pour arriver à déterminer des grandes tendances. C'est-à-dire on pourrait avoir des grandes idées assez générales sur tant qu'on utilise telle et telle méthode ou tel et tel produit, alors ça se traduit globalement en tant de millions ou de milliards de frais de santé derrière pour la Sécu, etc. Si ce sont des frais en moins, ça passe par des caisses qui reversent et qui redistribuent aux producteurs qui sont dans les bonnes méthodes, qui utilisent les bonnes méthodes. C'est évidemment pas par agriculteur. On ne va pas dire à un agriculteur qu'il a réussi à éviter 3 malades et que donc on lui reverse 120 €. Ce serait ridicule. Mais ce sont des grandes statistiques qu'il faut arriver à adresser en faisant le point, en menant des études, en finançant des études et en faisant une espèce de point macro là-dessus au sein du monde médical. Bonjour, Patrice Valentin. Une question quand même sur la question du triple rôle des agriculteurs. Il y a un problème juridique qui n'est pas simple à contourner. C'est qu'aujourd'hui, il y a la politique agricole commune qui elle-même est régie par des accords internationaux et qui interdit rigoureusement, alors je mets des guillemets sur rigoureusement parce que ça dépend bien évidemment des cas, à ce que l'on puisse aider ou soutenir l'agriculture française par des subventions autres que celles qui sont prévues par l'Europe. Donc nous, on a pas mal bossé sur ces questions de ce qu'on appelle les PMSE, paiement pour la maintenance des services écosystémiques. Aujourd'hui, c'est techniquement pas possible sur le droit européen, donc international, puisque ça serait considéré comme une subvention. Il faudrait qu'on reconnaisse que ce soit une production de services pour l'agriculteur. Et là, c'est un blocage majeur qu'il peut y avoir. Et je pense que pour la santé, ce serait à peu près pareil. Donc, indépendamment du fait qu'il faut quand même trouver l'argent quelque part, il y a l'origine de l'argent. Mais là, c'est un souci que nous avons. Nous, on ne prend donc que de l'argent privé pour faire ce genre de choses, que l'argent public. Pour l'instant, c'est impossible. À moins que vous ayez des pistes, parce que ça m'intéresse. Juridiquement, il faudrait qu'on ait Monsieur Barnier avec nous. Il existe l'histoire des subventions aux zones de montagne, qui sont des subventions compensatoires. Et donc, à partir du moment où on aurait une extension de cette logique des primes de montagne, en qualifiant à chaque fois ce qu'on veut protéger dans le territoire, en fait, on a le cadre légal. Ça dépend si on s'en empare ou non. Mais de fait, toutes les aides montagne pourraient être attaquées, assimilées à des distorsions de concurrence. Et pourtant, on y tient aussi tout simplement parce qu'on a des lobbies. L'Autriche, par exemple, pratique activement une politique qui soutient son agriculture de territoire. Donc je pense qu'il faudrait faire travailler des juristes, mais en partant de ce cas qui a toujours été accepté, on devrait pouvoir le faire. C'est une bonne question. L'OMC est une zone de rapport de force. Mais on a perdu si on n'essaye pas. Voilà.
Il suffit de faire bien travailler ces juristes je crois qu'après, la loi du plus fort est toujours la meilleure et il faut avoir des bons arguments. Et plutôt être un gros pays qu'un petit, c'est une notoire. Il y avait d'autres, Cyril, et puis... Bonjour, moi je voulais poser une question à Monsieur Marbeau. C'est en fait, une fois j'étais sur un marché à Rennes et j'achetais un producteur bio. À Rennes, il y a un beau marché, il y a beaucoup de producteurs bio. Et il me disait que c'était pas facile tous les jours avec son voisin, qui était agriculteur aussi. Et que régulièrement, celui-ci lui mettait de bâtons dans les roues par des gestes peut-être pas très sympathiques. Et alors moi, j'étais un peu étonnée parce que je me disais, vous faites le même métier. Et bon, voilà. Alors, je le connaissais pas, ce monsieur. C'était la première fois que j'ai acheté chez lui puisque je n'habite pas à Rennes. Et je voulais savoir, en fait, puisqu'on parlait des agriculteurs qui parlaient entre eux et tout ça, comment ça se passe, en fait, entre quelqu'un qui essaie de faire du bio, pas forcément de faire du bio, mais d'avoir une agriculture raisonnée, pensée, et qui essaye d'avoir une réflexion par rapport à l'environnement, par rapport à d'autres agriculteurs qui peuvent être ses voisins, qui ont une agriculture très conventionnelle, très subventionnée. Et voilà, comment ça se vit, comment ça se pratique, et est-ce que vous, depuis que vous avez commencé ce métier, vous avez vu une évolution, quelle qu'elle soit, dans un sens ou dans un autre, ou pas? Voilà. J'ai pas de réponse absolue. Mon expérience personnelle, c'est qu'on a très peu de paysans autour de chez nous. Donc en gros, ils n'ont pas vraiment d'emprise sur le territoire, dans le sens où nous, sur le village où on est 2 agriculteurs, c'est moi et mon associé. Et qu'il y a des terres cultivées par d'autres, mais qui ne sont pas sur place. Et donc les rapports directs, quand ils ont 500, 600 hectares qui sont sur 30 ou 40 km, leur village est assez loin, leur siège d'exploitation est assez loin. C'est pas des rapports comme il peut y avoir dans plus des campagnes où il y a un maillage un peu plus resserré. Nous, de plus en plus en Ile-de-France, c'est de moins en moins des paysans. Ceux qu'on croise dans les champs, c'est plus des salariés en général. Quand les structures deviennent grosses, c'est plus le paysan qu'on voit dans le champ. Lui, il est en train de gérer les papiers et le côté financier et commercial. Et ce qu'on voit dans les champs, c'est des fils de paysans dont les fermes ont disparu et qui sont devenus salariés agricoles, chauffeurs de tracteurs. En tout cas, chez nous, c'est vraiment clairement pas la guerre au niveau des paysans sur le territoire. Quand on a un voisin paysan dans le village, en général, il y a plutôt de l'entraide, qu'on soit bio ou pas bio. Quand on est bio, il y a pas mal de questions de la part des conventionnels sur comment vous faites ci, comment vous faites ça. Toujours, mais comment on fait pour faire une salade sans fongicide, par exemple? Nous, on n'a jamais mis de fongicide sur une salade. Voilà, il y a plein d'autres raisons. Il n'y a pas que le fait qu'on fasse une salade, il y a le fait de l'endroit où on fait la salade, de quels autres légumes on met autour, de quel amendement on met. Si on met moins d'engrais chimiques, on a moins de maladies. Si on n'en met pas du tout, on n'en a peut-être pas du tout. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. En tout cas, en Ile-de-France, c'est peut-être assez particulier. L'agriculture vivrière locale, dense et tout ça, elle n'existe plus vraiment, quoi. Donc moi, j'ai pas un voisin. Alors d'ailleurs, si je dis ça, j'ai un voisin à 5 km maraîcher conventionnel. Il fait le marché. Il est conventionnel, il n'est pas bio, il me dit que ses clients ils s'en foutent un peu du bio, ça fait 40 ans qu'il a sa clientèle au marché, il est reconnu pour ses bons légumes et lui personnellement il n'adore pas les produits chimiques, c'est lui qui les mange en premier quand il les pulvérise, donc il n'a pas trop envie d'en mettre non plus, donc il est assez ouvert, son fils va reprendre l'exploitation sûrement en bio, donc il y a quand même, moi concrètement, je ne peux pas dire vraiment que je suis harcelé par les paysans conventionnels. Voilà. Je suis plutôt harcelé par la Chambre d'agriculture qui est censée représenter les agriculteurs conventionnels, mais qui ne les représentent même pas en fait, parce que même mes voisins en conventionnel, ils sont opposés à la politique de la Chambre d'agriculture, ils sont adhérents à la FNSEA, à la FDSEA, à la Chambre d'agriculture pour tous les services que ça leur procure, parce que c'est les mêmes personnes qui dirigent ces syndicats, qui dirigent la banque qui leur donne un crédit, qui dirigent l'assurance qui leur donne des remboursements en cas de problème. Enfin, il y a un gros lobby, mais qui est de plus en plus éloigné du paysan local, conventionnel ou pas conventionnel, c'est pas grave. Qu'il ait sa carte FNSEA ou pas, c'est pas grave. Il n'ose peut-être pas militer dans un autre syndicat, et il n'y a pas forcément un autre syndicat qui lui propose une alternative intéressante et crédible. Voilà. Mais aujourd'hui, la FNSEA, c'est pas des convictions politiques, c'est un service rendu. C'est un échange d'argent contre service rendu, accompagnement juridique, facilitation dans toutes les démarches qu'il y aura par rapport à la vie d'agriculteur sur place, préserver son foncier, recours juridique avec les voisins. Enfin voilà. Ça aide à tout ça, quoi. Moi, je dirais en tout cas que ça va dans le bon sens et que les paysans aujourd'hui se posent la question de leur pratique quand même de plus en plus. Même les gros céréaliers dans notre coin
pour des raisons purement économiques, ils se disent mais si demain ils veulent du bio, moi je leur fais du bio, quoi. Alors quel bio ils feront, on ne sait pas, mais en tout cas ils feront du bio. Voilà. En tout cas, les voisins, ils se posent des questions, ils sont pas tout jeunes, ils vont partir à la retraite. Souvent, ils ont hérité de leur ferme, voir leur ferme partir à un super agrandissement. Déjà, ils ont 500 hectares, ils se rendent compte des limites un peu de la chose. Et s'imaginer repartir à des industriels qui les dépassent, parce que voilà, dans d'autres pays, c'est des fermes de 10 000 hectares, 100 000 hectares, 500 hectares, c'est ridicule en même temps, même si nous, ça nous paraît énorme. Voilà, donc il y a un petit décalage. En tout cas, il y a beaucoup de questions non agricoles. Les crises du lait, tout ça, ça a fait énormément. Enfin, moi, je suis administrateur au GABIL de France, groupement des agriculteurs biologiques. On a beaucoup de demandes des agriculteurs de et le bio, alors ça se passe comment? Et vos prix sont maintenus? Et comment on fait? Au point qu'il y ait la crainte, pas pour moi qui suis en circuit court avec des amapiens où on a vraiment un contrat entre nous et il peut y avoir la concurrence autour, ça ne change rien. Mais pour ceux qui essaient d'organiser des filières collectives, on va dire, de distribution pour les cantines scolaires ou des choses comme ça, ils commencent presque à avoir peur de l'engouement pour la bio, ou en tout cas de se dire c'est la dernière cartouche, quoi. J'ai tout essayé dans l'industriel, il faut que je change, avec toutes les limites que ça peut avoir aussi, et de comment on transforme un secteur. Mais pour un éleveur laitier, par exemple, c'est pas super dur de passer en bio. Quand il a gardé des terres, quand il nourrit encore ses animaux avec ce qu'il fait pousser, c'est pas super dur de passer en bio. Par contre, le marché bio, il n'est pas extensible du jour au lendemain, x10 ou x20, ou voilà. Mais moi, je dirais qu'il y a quand même, une bonne entente globale. En tout cas, moi, ce que je peux témoigner sur mon territoire. Après, il y a toujours des cas particuliers. Il y a des communes où il y a vraiment de l'attention sur le foncier, où les gens vont se tirer dans les pattes et tout ça. Mais globalement, nous, en plus, en général, on ne prend pas des énormes surfaces. On ne joue pas dans la même cour qu'eux. On n'est pas en concurrence sur les marchés de commercialisation. Il y a plutôt des rapports corrects, je dirais, entre personnes, quoi. J'avais travaillé sur les circuits courts, j'avais repéré des gens qui étaient localement très exclus parce que déviants et donc notamment, moi j'avais travaillé avec des agriculteurs qui avaient des représailles même, parce que différents des autres, quoi. Après les choses ont vraiment bougé. Ce qui est intéressant, c'est que ces mêmes personnes qui étaient très, très critiquées par leurs voisins deviennent aujourd'hui des prescripteurs, quoi. Enfin, voilà. Et ça m'intéresse beaucoup. Quelle revanche sociale. Et du coup, alors soit effectivement on dira, et je comprends. Parce que c'est vrai que parfois, moi, je suis accusée d'être réformiste, de travailler sur la transition par des gens, et je les comprends, qui ont milité pour le bio, qui ont milité pour les circuits courts depuis longtemps, et qui voient tous ceux qui arrivent et qui se disent non, c'est trop tard, vous nous avez trop critiqués, vous avez trop... Donc voilà, soit effectivement on est dans une position, on ne s'ouvre pas, soit cet agriculteur-là, il est très content finalement maintenant d'aller conseiller ses voisins qui pourtant lui ont pourri sa vie, parce que il a l'impression qu'il va contribuer à changer quelque chose, quoi. Alors c'est vrai que, en tout cas, tout ça pour dire effectivement qu'au niveau des agriculteurs, pas ceux qui les représentent, c'est la catastrophe au sens où ils ne les représentent plus déjà. Voilà, après... Il y a quand même des choses qui bougent. Enfin, moi, j'ai des discussions maintenant intéressantes avec les jeunes agriculteurs, donc le syndicat jeune de la FNSEA, à tel point qu'à un moment donné, ils ont élu comme président un type qui faisait encore de l'estive, enfin, qui était vraiment 100% circuit court, vente directe, un type très... un ovni, normalement, du point de vue de la FNSEA, qui pourtant a été élu président. Alors, il n'aurait pas resté longtemps, parce que quand même, ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient pas rendu compte de ce qu'ils avaient fait en mettant quelqu'un d'aussi dissident, quoi. Mais ça veut dire que ça bouge en interne. Et les jeunes en particulier, maintenant, les installations aidées, les jeunes ont presque... dans le maraîchage, par exemple, c'est plus de 90% qui ont d'emblée une orientation circuit court, parce que sans ça, il n'y a plus d'intérêt au métier, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder, et en espérant effectivement qu'au niveau mais tout l'appareil agricole est très conservateur. C'est les vieilles générations encore qui sont là, mais faisons confiance à l'avenir, quoi. Je ne connais pas exactement les dates, donc à l'origine, effectivement, ça a été tenu par la profession. Les SAFER, c'est quand même quelque chose de très particulier parce qu'effectivement, l'État leur délègue un pouvoir régalien. C'est une des anomalies. Alors, les SAFER, Société d'aménagement foncière, et ER, économique et rural. Donc, c'est des structures qui ont le droit d'intervenir sur les ventes entre terres, qui ont le droit de préempter une vente de terre, et donc de s'opposer en fait à une vente entre particuliers en préemptant. Voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'on leur délègue un pouvoir régalien qui est finalement d'intervenir de manière autoritaire sur une terre. Voilà, quand elles achètent la terre, elles la revendent, et elles la revendent à quelqu'un qui a le statut légal d'agriculteur.
elle rachète d'abord. Non, toute vente de terre, vous allez chez un notaire, la vente de terre, si la vente de terre est de statut agricole, ça doit passer devant la commission des affaires. Même entre deux agriculteurs. Voilà, c'est ça le principe. Ça reste massivement les acteurs de la profession qui les administrent, mais maintenant les collectivités locales y sont de plus en plus présentes. Donc si les collectivités locales décident de peser, elles sont capables de modifier l'orientation des affaires. Moi, j'aurais juste un commentaire sur les affaires. À la fois, on peut dénoncer leur dysfonctionnement. En même temps, est-ce qu'on souhaiterait dans un système complètement libéral où n'importe qui a le droit de vendre n'importe quoi? Non. Donc on est obligé de réfléchir à comment les faire fonctionner mieux. Ça, je crois que c'est un vrai enjeu. Mais il ne faudrait pas juste jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça reste des outils qui affirment que le foncier n'est pas un bien comme les autres. Voilà. Et donc, je suis plus pour... On va en reparler dans la partie gouvernance, si vous voulez bien. Voilà. C'était juste un éclaircissement. Ceci dit, la région Île-de-France est membre des... Donc, vous pouvez toujours interpeller vos élus sur quelle est la position d'une collectivité locale sur les affaires. Et les collectivités locales ont beaucoup soutenu Terre de Liens, beaucoup d'endroits. Voilà. Et la gouvernance, c'est vraiment l'objet de la deuxième partie, après la pause, tout à l'heure. Donc voilà, on en reparlera bien sûr. Donc on répond très rapidement à ça et puis on passe à la consommation. Juste sur la SAFER c'est un bel outil, je pense. Après, il est ce qu'on en fait. La Chambre d'agriculture, c'est pareil, c'est un bel outil au service des agriculteurs. Quand c'est la FSEA qui la dirige, c'est moins intéressant pour les agriculteurs du territoire. On a un exemple par rapport au SAFER du rôle intéressant que la structure en elle-même, la loi, ce qu'elle lui a donné comme pouvoir peut faire. Dans le Pays Basque, il y a la Confédération paysanne qui a réussi à être majoritaire aux élections agricoles. Donc elle a eu la Chambre d'agriculture, au moins localement, pas à l'échelle de la région, mais à l'échelle du département. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque-là, il y avait pas mal de ventes de terre, et les ventes de terre étaient donc vendues plutôt à des touristes qui voulaient construire des maisons de campagne, donc par hectare et par hectare, à des prix totalement énormes par rapport au prix de la terre agricole. Et donc en fait tout ça avec une petite magouille un peu locale qui profitait pas mal aux propriétaires terriens et qui permettait de s'enrichir forcément pour les notaires, pour les propriétaires et tout ça. Sachant que qui siège au comité SAFER, c'est justement les représentants de la Chambre d'agriculture, et qu'une fois que ça a basculé, que ça a pu être les mêmes, et ben en fait ils ont bloqué toutes les ventes qui dépassaient un certain prix, donc avec les règles de fonctionnement normal de la SAFER. Et donc ils nous expliquaient qu'en 2 ou 3 ans, ils ont complètement annulé. Les notaires présentent même plus les terres à vendre pour des touristes qui s'achèteraient des terres pour faire des maisons, et qu'en gros ils ont fait baisser par 10 le prix de la terre moyenne dans leur département, de par cette action-là, de par la SAFER, juste en changeant la gouvernance de la SAFER, enfin même pas la gouvernance, pas le système de gouvernance, mais les personnes qui la gouvernent, quoi. Moi je voulais juste rebondir sur ce que disait Yuna tout à l'heure. Je suis d'accord que ça évolue au sein des producteurs, ça évolue dans le bon sens, même si c'est très lent quand même. Voilà, donc je connais quelqu'un en Charente, par exemple, qui a arrêté il y a une dizaine d'années de faire du labour, qui a fait du semis sous couvert végétal, des engrais verts en culture intercalaire, des choses comme ça, et qui a diminué ses intrants de 90%. Et quand je l'ai rencontré il y a une dizaine d'années, il pleurait. C'était dans une réunion avec plusieurs agriculteurs bio, il pleurait. Il n'en pouvait plus, il se faisait traiter de sous-merde par ses voisins, qui refusaient même de lui parler. Et voilà. Et 10 ans plus tard, c'est exactement ce que tu décris, 10 ans plus tard, on vient le voir, mais souvent en lui disant, bon, raconte pas que je suis venu te voir, il ne faut pas que ça se sache, mais dis-moi comment tu fais. Explique-moi ça, explique-moi ça. Et c'est une espèce de revanche, quoi. Effectivement, voilà. Donc ça évolue. Et même chez les permaculteurs, moi je connais quelqu'un qui s'est installé en permaculture sur une friche qui était dégueulasse au début, pleine de ronces, et juste à côté d'un terrain qui était cultivé en intensif. Et quand il s'est mis là, l'agriculteur qui est à côté a arrêté son tracteur, est venu le voir, et dit t'es qui toi? Et c'est un jeune néo-rural, quoi. Et il lui a dit je vais faire de la permaculture et machin. Je vous raconte pas la réaction du mec à côté qui a pouffé de rire et qui est parti en disant mais tu feras jamais rien pousser là, Coco. Un an plus tard, il avait une production qui explosait parce qu'il est assez fort le gars, et vraiment en maraîchage, on parle de maraîchage, il y en avait absolument partout. Un an plus tard, le mec est venu le voir en disant comment tu fais, alors que le mec est agriculteur depuis 20 ans. Bon, donc ça évolue, mais, et je termine là-dessus parce que j'ouvre le petit débat, mais même si au niveau des pratiques ça évolue, il va falloir élargir le débat. Parce que le système agricole, c'est pas juste comment on produit, c'est toute la chaîne, comme on disait tout à l'heure. C'est derrière comment on transforme, comment on distribue, la chaîne du froid, le machin, les bidules. Aujourd'hui, on est dans un système qui est un système linéaire où on produit, on bouffe, on va aux toilettes, ça part dans la flotte, ça part à l'océan.
et il y a une perte des nutriments, il y a une érosion des sols. Ce qui fait que même si on arrive à un système qui est mieux quand même que le système conventionnel, entre guillemets, même si on arrive sur un système qui est plus sain pour le consommateur, malgré tout, on arrive à des limites assez rapidement parce que c'est un système, il faut reboucler les cycles. Voilà. Il va falloir à un moment accepter de déjà valoriser le compost ou les composts, et puis également de séparer peut-être les eaux vannes et les eaux grises dans les villes pour renvoyer les nutriments vers la campagne, etc. Enfin, il y a des systèmes de rebouclage des cycles qu'il va falloir organiser, et très sérieusement, ça coûte très cher, mais il va falloir le faire dans les décennies qui viennent, parce que sinon, on perd tous nos nutriments, les sols s'érodent, et notamment, il y a un gros problème de phosphore dont on pourra parler une autre fois. En circuit court, 100 000 exploitations en circuit court. Qu'en est-il? Est-ce que justement c'est exponentiel? Ça va de plus en plus vite, il y en a de plus en plus et ça évolue très très vite vers les circuits courts? Ou est-ce que c'est une tendance lourde et qu'il n'y a pas d'accélération? Bon, la difficulté, elle reste toujours d'avoir des chiffres parce que, je veux dire, on part de rien. On n'a pas d'historique en plus. Donc, recensement agricole 2010, on sait que c'est un 5e des exploitations. Alors, on essaie de faire des suivis, mais bon, déjà, enfin, voilà, il y a quand même des contraintes au sens où l'appareil agricole, il reste assez peu organisé pour suivre ça et suivre ça à travers certains chiffres. Il reste difficile de mobiliser des chercheurs sur ce sujet. Donc, c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de mal à travailler sur ce thème à l'INRA, ça c'est clair. Bon, maintenant, ça passe un peu mieux, mais quand même, il y a encore pas mal de gens qui rigolent. Donc voilà, ça reste compliqué. C'est pour ça qu'on est en train d'essayer d'organiser une collecte participative de données, parce que par exemple, on n'arrive pas à avoir des données au niveau des circuits courts, c'est soit vente directe, alors là, à la limite, on commence à savoir des choses, mais les circuits courts avec un intermédiaire, donc justement tout ce qui passe à travers le commerce de proximité, la restauration collective, tout ça, on n'a rien, on ne sait rien. Donc voilà, c'est un vrai sujet compliqué. Pour autant, voilà, ce qui m'intéresse, c'est ce qui remonte des installations. Je disais, les installations, maintenant, elles se font à 70-80%, et même dans les filières où normalement céréales, viande, tout ça, donc avec des gens qui se mettent ensemble pour essayer d'avoir des outils collectifs de transformation. Donc tout ça, vraiment, au niveau de l'installation, clairement, on voit qu'il y a une tendance au changement et à donc maintenant pas mal de circuits courts. Ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de questions. Est-ce que ça ne va pas devenir un secteur très concurrentiel, alors même qu'il est dispersé, fragilisé, pas organisé, qu'on a encore des questions de logistique? Est-ce que ça va, voilà, comment on va s'en sortir? Pour autant, à ce niveau-là, je pense que le recensement agricole qui arrive en 2020 va montrer que les choses sont en train de bouger aussi, parce qu'à tous les niveaux et tous les réseaux agricoles sont interpellés pour un accompagnement, en tout cas, de producteurs qui souhaitent au moins se diversifier, si ce n'est se réorienter complètement vers les circuits courts. Donc oui, la tendance, elle est croissante au niveau de la production, en tout cas. J'essaie d'être rapide. Donc, ma question est quand même, on parle beaucoup de sensibiliser l'achat personnel de chacun, mais dans des villes peuplées où on habite, il y a des cantines, de bureaux, d'entreprises, d'universités qui posent un problème de demande qui est de façon intrinsèque de masse. Enfin, la cantine a besoin d'un tonne de pommes de terre par jour. Est-ce que devant une demande de ce type, un système de production comme celui que vous proposez est capable de faire front à une demande de ce type, où il y a des limites à niveau de volume, il y a des limites à niveau de logistique, je ne sais pas. Donc là, on aborde effectivement le sujet de la demande. Enfin, ce serait intéressant de la consommation. C'est vrai que, alors il y a la consommation individuelle, mais ce qui est en grand développement, c'est la restauration hors foyer, donc restauration collective. Donc là, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'envie, de volonté, en tout cas des politiques publiques, d'encourager l'approvisionnement local dans la restauration collective, en particulier la restauration collective d'État. Ça, c'est vrai que ce soit de droite ou de gauche, enfin vraiment, et pour diverses motivations, pas toujours les mêmes évidemment entre les différents partis politiques, mais pour autant, c'est quand même une tendance constante depuis l'intérêt pour les circuits courts, et notamment depuis 2009 avec des incitations pour ça. C'est vrai que notamment il y a eu un changement du code des marchés publics pour faciliter ça. L'État a édité un bouquin, un petit guide, parce que l'idée c'est de pas... normalement on n'a pas le droit justement de mettre dans les appels d'offres, donc il faut que ce soit un approvisionnement local, puisque c'est du coup interdit par l'Europe. Pour autant, on peut
si on utilise des critères de type fraîcheur, de type il faut un maximum d'une journée entre la récolte et la consommation, on y arrive. Si on a une stratégie aussi de décomposer l'offre en lots, on y arrive. C'est-à-dire qu'on peut faire des lots spécifiques qui nous permettent d'avoir un achat local. Donc tout ça est encouragé politiquement. Tout ça, c'est vrai qu'il y a des vraies volontés locales de le faire, enfin des politiques locales. C'est vrai que après il y a pas mal de contraintes. Il y a des parce que l'agriculture qui déjà est dans la vente directe, elle ne peut pas fournir ça, parce que déjà elle est sur des marchés, sur des AMAP, sur des systèmes comme ça. Donc voilà, c'est vraiment l'enjeu de ce dont je vous parlais, cette agriculture moyenne, qui de toute façon voilà, est laminée dans les circuits longs, donc, mais pas tout à fait organisée encore pour répondre positivement à la restauration collective. La restauration collective aussi, ce qui est compliqué, c'est que chaque niveau politique a responsabilité. Ce sont les villes qui sont responsables de restauration collective des écoles. Ensuite, c'est les conseils généraux qui sont responsables des collèges, et c'est les régions qui sont responsables des lycées. Et du coup, chacune fait son truc de son côté, essaie de mettre en place son outil pour organiser. Donc voilà, il y a des questions un peu d'organisation très très complexes quand même. Et ce qui est complexe aussi, au niveau production, on a, et notamment qu'il y a des choses qui sont... La ville de Saint-Étienne, le maire de Saint-Étienne a dit à un moment donné, moi, dans un an, 100% de mes cantines, elles seront en bio et local. Et la ville... Et je m'en fous qu'on vienne me faire un procès si je ne suis pas dans les règles de l'Europe. Un an après, il y avait 80% de local, dont 60% de bio. Donc, il y a des choses possibles. La production, elle peut... Voilà. Mais c'est vraiment l'idée, en tout cas, moi, si je voulais, je ne pourrais faire que accompagner des collectivités pour mettre ça en place. Ce que je travaille avec eux, c'est que si c'est imposé, ça ne marchera pas. Parce que voilà, il y a des élus, clac, le truc en plus, c'est sympa de dire ça, ça n'engage que. Hop, clac, je vais mettre ma cantine en bio demain, madame, venez m'aider. Sauf que si c'est imposé, si on ne présente même pas ça, des fois ça peut bloquer au niveau du personnel de la cantine. Parce qu'on lui impose justement davantage de travail sans expliquer les enjeux de ça. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de repenser la construction de projets communs, d'impliquer les agriculteurs, de mettre tout le monde ensemble pour essayer de recomposer un projet collectif. Et souvent, on va trop vite parce que voilà, et du coup, ça marche pas parce qu'il y a des blocages, parce que effectivement, c'est quand même un petit peu de travail au départ. C'est recomposer les menus, c'est tout ça. Enfin, il faut que tout le monde s'y associe. Et souvent, on va trop vite, on rate des étapes, et du coup, on se décourage. Voilà. Mais il y a évidemment un gros potentiel.